Positive, on vous promet une demeure d'informations économiques positives et de bonnes nouvelles à l'occasion de ces rencontres des prix de l'économie néo-aquitain 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Bayonne, à la CCI, qui nous accueille chaleureusement. On va parler des entreprises des Pyrénées-Atlantiques, des lauréats de nos prix de l'économie. Une édition spéciale adaptée évidemment à la crise sanitaire provoquée par la Covid. Pas de soirée, pas de montée sur scène. Malheureusement, habituellement, nous accueillons des centaines de personnes, mais la Covid nous l'interdit. Pas de chant basque non plus, je suis désolé, mais cette émission en live, à voir, à revoir, à partager grâce au replay et à retrouver sur les sites de sudouest.fr, de Néo-Aquitain et évidemment de la Banque Populaire. Une opération rendue possible grâce aux co-organisateurs de ces prix, ils sont deux, la Banque Populaire Aquitaine, Centre-Atlantique et Sud-Ouest, le groupe et nos fidèles partenaires. La région Nouvelle-Aquitaine que l'on salue, Kedge Business School qui nous rejoindra tout à l'heure ou encore Pouille International. Avec eux, cette année, nous avons pris une décision, la décision du virage numérique, une transition que de nombreuses entreprises vivent aujourd'hui et depuis quelques mois. Elle sera la thématique d'ailleurs de cette émission et on salue notre vainqueur de l'année dernière qui était le vainqueur de la finale Nouvelle-Aquitaine, l'entreprise Schisler, spécialiste de l'emballage en carton, à qui on fait un clin d'œil avec notre décor. Vous allez comprendre pourquoi. C'est aussi notre façon de faire notre transition. Merci à nos partenaires départementaux, l'agglomération Pays Basque, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et la CCI de Bayonne Pays Basque qui nous reçoit sous le soleil. Et j'accueille d'ailleurs son président avec le soleil, André Garetta. Bonjour André Garetta. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va très très bien. On est ravis d'être ici et de redémarrer ces Néo-Aquitains pour parler d'économie positive. Et ça tombe bien, vous faites partie de ces présidents de CCI aujourd'hui qui parient sur une reprise forte. Qu'est-ce qui vous donne envie de parier là-dessus ? Alors tout d'abord, bienvenue au sein de la Chambre de commerce, qui est la maison, vous le savez, des chefs d'entreprise. Et c'est vrai que nous devons réagir. La crise sanitaire qui s'est muée en crise économique, eh bien, ne doit pas être la crise du désespoir. Donc nous devons, nous justement, membres élus d'une chambre de commerce, eh bien, accompagner ces chefs d'entreprise et les faire évoluer. Demain ne sera pas comme hier ni comme aujourd'hui, donc nous devons prendre le pouls de ce que sera demain et justement donner des conditions. Nous avons créé un pack rebond pour accompagner ces entreprises-là. D'ailleurs, nous en accompagnons une à l'international qui est ici un des lauréats Wave Bumper, qui pourra peut-être vous en parler. Mais voilà, nous sommes là en appui, en développement. Merci beaucoup, justement, vous avez fait la liaison. Merci André Garetta. On va aller rejoindre nos lauréats et on va les saluer. Ces élus qui ont été, je le rappelle, élus par le jury, c'était en septembre dernier, et on va vous les présenter. Merci André Garetta. On en parlait à l'instant, effectivement on a Wave Bumper, mais je vais vous présenter avant tout, parce qu'il n'est pas venu tout seul, il est venu avec un robot qui incarne l'avenir certainement, au moins des soins en EHPAD et peut-être demain à domicile, c'est Compaille Robotics. Avec vous, Vincent Dupourquet, vous êtes le fondateur de cette société. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Romain Chaperon de Wave Bumper, je vous remercie doublement. Vous étiez à Saint-Barth, non pas pour des vacances, mais on va en parler pour un important chantier jusqu'à hier soir encore. Et puis le prix départemental, c'est la société Bioluse. Nous accueillons son directeur, Pierre Combrou. Bonjour Pierre Combrou. Bonjour. Vous faites partie de ceux qui vont représenter dans chaque département ce territoire pour la finale régionale, c'est un plus et ça salue un parcours très original. J'ai repris un mot qui est de vous. Vous dites j'ai repris une entreprise cabossée et cette entreprise cabossée aujourd'hui elle va très bien. Qu'est-ce qui fait qu'on est pharmacien comme vous de formation? Qu'est-ce qui fait qu'on relève le challenge de reprendre une entreprise au tribunal de commerce? Je ne sais pas. Enfin, quand on est dans la situation d'être au tribunal de commerce, c'est une situation un petit peu de crise. Enfin, on subit les événements plus qu'on les maîtrise. Et donc, dans le feu de l'action, vous n'avez pas tellement le temps de vous poser les questions. Vous pensez qu'il y a une opportunité, une possibilité. Vous en discutez avec tous vos collaborateurs qui partagent la même chose. Et puis il ne faut pas trop se poser de questions. Et le déclic, il vient d'où? C'est quoi? C'est le défi? Non, le défi, le déclic, c'est l'opportunité en fait. C'est qu'on pensait que le marché sur lequel on pouvait se positionner existait vraiment. Donc on a eu la confirmation depuis 2013, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donnez-nous 2 chiffres d'affaires parce que ça va juste montrer que vous avez eu raison. On faisait 6,5 millions de chiffre d'affaires en 2013 et on fait 10,5 millions maintenant. Donc effectivement, il y avait tout ça avec des poches. Ouais, qu'on va préciser parce que c'est des poches pour la santé. Ouais. Et vous aimez bien dire, c'est une expression à vous,
je fais ce que les autres ne veulent pas faire. Oui, c'est un peu ça. C'est que là où on s'est positionné, c'est sur ce que les autres confrères, enfin qui sont effectivement beaucoup plus gros que nous. Confrères et concurrents. Ouais, confrères concurrents, mais bon, c'est un petit milieu, donc on se connaît tous et on finit tous par travailler ensemble un jour ou l'autre. Et donc à force de grossir, finalement ils ont perdu de la souplesse et de l'agilité, et c'est sur ce créneau-là qu'on a décidé de se positionner. Alors justement, ça se passe très bien, vous êtes en train d'investir 2 millions d'euros pour le dernier investissement en cours, il y en a d'autres à venir. Est-ce que sur ce territoire qui fait rêver, il faut dire ce qui est, on a tous envie ou plus ou moins d'habiter au Pays Basque, est-ce que c'est facile finalement de se développer d'un point de vue foncier et de recruter? Eh ben, alors il y a deux volets. Sur le foncier, c'est très compliqué parce qu'évidemment, la pression foncière est telle que c'est très compliqué. Alors les élus font quand même ce qu'ils peuvent pour essayer de maintenir les industries qui sont dans le coin, mais c'est quand même pas facile. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution, mais j'y travaille. Ok. Et sur l'emploi? Sur l'emploi, alors je n'aurais pas forcément la même réponse maintenant qu'il y a quelques temps. Il y a quelques temps, c'était très difficile de recruter. Effectivement, vous l'avez souligné, c'est une très belle région. C'est une région où on aime bien passer ses vacances. Sauf que quand on recrute quelqu'un qui vient de peu importe d'où d'ailleurs, de région parisienne ou autre, on s'aperçoit que les loyers sont sensiblement identiques, difficiles de se loger. Et que par contre le salaire, c'est pas du salaire parisien. Donc il y a quand même une petite difficulté au niveau du pouvoir d'achat des gens qu'on veut recruter. Maintenant, il y a peut-être une démarche un peu différente. Alors avec la situation qu'on a vécue, finalement, L'après-Covid est en train d'aider les gens à peut-être être en mobiles. train d'être un peu plus mobile, de privilégier le cadre de vie, et auquel là, pour le coup, on a de gros atouts. Justement, Romain Chaperon, vous incarnez, vous, ces gens qui viennent s'installer au Pays Basque. Vous êtes venu, on va dire, un peu pour le surf. Vous avez même investi dans une entreprise pour le surf. Et puis, il y a eu la tempête Christine. Vous allez nous raconter, elle vous a complètement fait changer de métier. Et pourquoi? C'est ça. Donc la tempête Christine en 2014 est rentrée dans la ville, est rentrée dans le casino à Biarritz. Et c'était la deuxième fois dans l'hiver que la mer rentrait dans le casino. Donc en voyant les dégâts, en voyant l'importance de l'événement et tout ce que ça allait engendrer au niveau économique pour le territoire, j'ai commencé à regarder ce qu'il était en train de se passer au niveau climatique et du positionnement de la ville. Et c'est là que j'ai imaginé un système de boucliers, déflecteurs pour renvoyer l'énergie de la vague vers l'océan et éviter de rentrer dans le casino. Alors, si ça on va recommence. vulgariser évidemment parce que c'est très technique, mais si on doit résumer en 30 secondes comment fonctionne Wave Bumper, c'est quoi? C'est une digue amovible qu'on installe au moment d'une tempête pour protéger une zone à enjeu et disparaître juste après pour ne pas perturber l'environnement. Alors, Wave Bumper, il est né ici, et la belle histoire que vous êtes en train d'écrire, je le disais tout à l'heure, vous rentrez de Saint-Barth, mais pas que, c'est que c'est en train de s'exporter partout. On parle de l'Espagne, les États-Unis, et je crois qu'il y a une très bonne nouvelle d'ailleurs avec les États-Unis. Il y a une très bonne nouvelle, c'est qu'on a, donc aux États-Unis, c'est l'armée qui gère la protection du littoral. On a signé un premier contrat avec eux et une installation à la fin du mois sur une entrée de plage à New York et plusieurs sujets qui suivent pour le territoire américain. Vous donnez combien d'années pour aller chercher justement et développer ces marchés internationaux, sachant qu'il y a une levée de fonds importante qui est en cours sur l'année de 2021? C'est ça. Cette levée est nécessaire justement pour pouvoir internationaliser le système parce qu'on se rend compte que la problématique cette problématique environnementale est universelle. Donc on se donne à peu près 2 ans par pays pour pouvoir s'implanter, se positionner, faire connaître la solution. C'est tout simplement la crédibiliser. Ensuite, je pense que le marché existe et il fera le reste. Merci Romain. Alors un marché qui existe et qu'on vérifie, qui plus est en ce moment avec la Covid et ce qui se passe dans les EHPAD, c'est avec vous qu'on va en parler, Vincent Dupourquet, et avec ce robot. Vous êtes en train de vous spécialiser sur ces robots justement vers les centres qui accueillent des personnes âgées. Pourquoi ce choix de marché? C'est fondé sur une analyse de l'OCDE qui a étudié le nombre de personnes seniors qui va augmenter, le nombre de personnes dépendantes, c'est-à-dire des personnes qui ont besoin de quelqu'un dans leur vie quotidienne, et l'évolution du nombre de soignants. En résumé, en 2050, il va manquer 10 millions de soignants si on veut conserver le même niveau de soins aux personnes dépendantes qu'aujourd'hui.
Alors, vous êtes en train de nous dire que Compact Robotics, cette société qu'on salue aujourd'hui ici sur son territoire, au Pays Basque, en Pyrénées-Atlantiques, est en train de penser, de mettre en route des robots qui demain pourront faire ce que font des humains, ou est-ce qu'aujourd'hui il fait que aider l'humain? Alors déjà, j'enlèverai demain, parce que c'est aujourd'hui. Ouais. Le robot que vous voyez là tourne en site pilote à Arkang, qu'on remercie et la ville et l'établissement, depuis plus d'une année, qui nous a permis de monter en puissance et de montrer qu'un robot comme ça pouvait fonctionner 5 à 6 heures par jour dans un EHPAD, bien entendu en complément et en assistance des personnels soignants pour les dégager des tâches répétitives et pour les dégager des tâches dangereuses, le risque par exemple par rapport à la Covid, et leur donner plus de temps à consacrer sur le plan humain avec les résidents. Alors justement, est-ce que la Covid a été un accélérateur de votre activité? En tout cas, ça a été une prise de conscience du grand mal vécu des personnels soignants. Ça fait apparaître, je veux dire, ce métier sur la scène, sa difficulté, et que l'évolution, si on continuait dans cette logique, ça ne pourrait jamais marcher. Donc en fait, on a besoin d'aider les aidants. Pour aider les aidants, bien sûr, on peut en recruter, mais on n'en trouve pas. Et on peut leur donner des aides technologiques qui vont leur faciliter la vie. C'est tout l'objet de ce robot. Alors justement, le marché des aidants, il est encore plus colossal, je veux dire, à domicile. Je sais que vous pensez à ce marché. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, on aura un robot de chez vous, comme on a aujourd'hui pour certains, un robot pour passer l'aspirateur ou tondre la pelouse? Oui, donc nous, on s'intéresse essentiellement aux personnes fragilisées. Donc, il y a limite risque médical. Aujourd'hui, on déploie dans les établissements parce qu'ils sont mûrs intellectuellement et économiquement. Et d'ici 2-3 ans, on voudrait basculer à domicile pour mettre des robots à disposition, essentiellement pour faire de la surveillance et du monitoring, en plus de l'assistance. Mais la fonction première, ça sera de faire du monitoring, par exemple, une évolution de maladie, par exemple, l'évolution de l'état Alzheimer d'une personne, qui va donner des indications aux soignants et aux médecins sur le traitement à évoluer ou sur le maintien à domicile. L'objectif étant qu'ils restent plus longtemps chez eux, pour leur propre intérêt, mais également pour l'intérêt des assureurs, de la sécurité sociale et tout. Je suis persuadé qu'on va retourner les prochaines années chez Compact Robotics. Merci à tous les trois. Vous allez rester avec moi pour la direction de Bioluz. Messieurs, merci. On vous retrouvera à la fin de cette émission. Pierre Combrou, on va rester tous les deux, enfin, tous les trois, puisqu'on garde ce magnifique robot qui viendra peut-être un jour apporter aussi des aides dans votre entreprise. Je sais que vous avez robotisé une partie de la production. On va accueillir nos experts, c'est des experts de l'économie. Ils vont nous parler de cette économie départementale et de la transition. Mais on a une petite surprise pour vous, justement, pour l'instant, c'est qu'on va découvrir en exclusivité quelques secondes d'un film qui est consacré à Bioluz, un film qu'on a fait spécifiquement pour les Néo-Aquitains. Et il sera diffusé demain soir sur TV7 à 18h. Évidemment, vous pourrez le retrouver sur tous les sites internet que j'ai cités tout à l'heure, de Sud-Ouest, de Banque Populaire et de TV7. Je vous propose de le regarder tout de suite. Pour moi, c'est avant tout des valeurs d'engagement. Il y a vraiment des échanges et de l'écoute pour, en tous les cas, qu'on puisse continuer à avancer ensemble. La flexibilité, parce qu'on est une petite structure et on est très réactif, c'est ce qui fait notre force. L'entreprise ou l'industrie dans lesquelles ils travaillent, c'est des médicaments, c'est pour soigner des gens. Donc c'est quand même plus sympa de se dire on se lève le matin pour aller faire des produits qui vont potentiellement sauver du monde. Nous sommes persuadés que ça donne envie à tout le monde de voir la suite. C'est demain à 18h sur TV7 pour découvrir l'intégralité de ce portrait d'entrepreneur. Alors, les entrepreneuses et les entrepreneurs, nos nouveaux invités les connaissent bien et pour cause sont des experts de l'économie. Nous allons d'abord aller saluer Sandrine Derville. C'est le paradoxe, on est sur son territoire, mais malheureusement, pour des raisons d'élus du Conseil régional, elle est vice-présidente. On est ravis de l'avoir avec nous, mais elle est en direct de Limoges. Est-ce que vous nous entendez, Sandrine Derville ?
Oui, bonjour à tous et à toutes, je vous entends parfaitement. Merci Sandrine Derville d'être avec nous. On va parler évidemment de rebond, d'aide à l'économie et de transition avec vous. Des mots importants en ce moment au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Et je vous propose de découvrir avec nous nos autres invités. Bonjour Sébastien Thébault, vous êtes le responsable développement international formation continue de Kedge Business School, un partenaire fidèle de ces prix. Et puis enfin Christian Chapotin, que je ne présente plus ni ici ni ailleurs. Vous êtes le directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique. Vous êtes le co-organisateur de cet événement. Avec nous, nous allons féliciter tous nos lauréats des Pyrénées-Atlantiques, mais également toutes les entreprises qui ont été nommées au prix. On les remercie. Leurs noms vont apparaître à l'écran. Elles représentent, elles aussi, la dynamique économique de ce département. Et en parlant de dynamique, nous allons voir une photo instantanée de l'activité de ce département à l'international. On a choisi la balance commerciale du département des Pyrénées-Atlantiques, car c'est assez lourd de sens. D'ailleurs, Sandrine Derville, en même temps que vous regardez le document, on voit que le poids de l'aéronautique, qui est un secteur qui souffre malheureusement beaucoup en ce moment, est très important. Pour ce secteur d'activité comme pour d'autres, quels sont les moyens que la région met en place face à cette crise et comment allez-vous faciliter le rebond dont on parlait tout à l'heure avec le président de la CCI ? Oui, effectivement, le secteur de l'aéronautique est particulièrement important au Pays Basque et il est particulièrement touché à double titre. Les grands groupes sont touchés, mais aussi les sous-traitants. Donc, pour cette filière particulièrement importante au Pays Basque, mais dans toute la Nouvelle-Aquitaine, comme pour d'autres filières économiques, comme vous l'avez dit, M. Lacchiani, les élus régionaux ont adopté en octobre dernier un plan Nouvelle-Aquitaine Rebond qui fait suite, malheureusement, au plan d'urgence qu'il nous a fallu mettre en œuvre pour accompagner les entreprises. C'est un vaste plan de transition et de reconquête technologique pour accompagner les filières sur l'ensemble de leurs problématiques qui vont de l'emploi aux nécessaires transitions à adopter en Nouvelle-Aquitaine pour soutenir et relancer l'activité économique. Donc c'est vraiment une approche intégrée. Concrètement, pour les entreprises de l'aéronautique, par exemple, on essaie d'agir sur différents volets. En premier lieu, peut-être, je citerai le soutien au projet de diversification. Ça touche en particulier les sous-traitants qui ont besoin temporairement, en tout cas, de diversifier leur activité. C'est le cas, par exemple, chez Lizzie à Marmande ou chez la Tecoer dans les Landes. L'enjeu, c'est aussi de les aider à se diversifier vers des secteurs qui actuellement fonctionnent, comme la santé, par exemple, qu'on a évoqué tout à l'heure dans la première partie de l'émission, la maintenance nucléaire, tout en leur permettant aussi d'être au rendez-vous et de pouvoir s'adapter quand le marché reprendra, parce qu'on nous annonce une reprise du marché en 2023-2024. C'est également le soutien au maintien des salariés dans l'entreprise en accompagnant le dispositif de chômage partiel. C'est le financement de reconversion via la formation, comme on peut le faire par exemple chez Thales, chez Stelia. Et c'est également l'accompagnement à des projets innovants, l'investissement, toujours pour les entreprises qui investissent. Et je citerai par exemple le cas de Dassault à Anglet, qui a des vastes projets d'investissement que la région accompagne. Bref, c'est agir sur tous les volets. On va y revenir, effectivement, Sandrine Derville, on a bien compris l'importance du plan et on va parler justement de cette transition avec vous tout à l'heure. Pierre Combrou, on a salué la bonne dynamique aujourd'hui de ce secteur qui est le vôtre. Je crois d'ailleurs que vous n'avez pas eu besoin de faire appel à un PGE, ce qu'ont fait beaucoup de chefs d'entreprise. Pourquoi et surtout quel regard vous portez sur ces aides ? Alors effectivement, on n'a pas eu besoin de faire appel au PGE puisqu'on avait toujours des rentrées d'argent, donc de la trésorerie, donc ce n'était pas forcément nécessaire. Maintenant, heureusement qu'il était là pour un certain nombre d'entreprises parce que effectivement, quand ça se stoppe net, il faut continuer de payer les charges, les impôts, les frais financiers, tout un tas de choses. Oui, je vois un œil plutôt bienveillant sur ce type de mécanisme. Je ne sais pas comment on aurait pu faire sans. Alors l'œil bienveillant, là aussi, de la part du banquier, c'est vous, Christian Chapotin. Ces PGE, ils ont été largement demandés. Notre lauréat de l'année est un petit peu exceptionnel dans ce cadre-là. Est-ce que ce département des Pyrénées-Atlantiques a plus sollicité de PGE que d'autres dans la région ? Alors, le département des Pyrénées-Atlantiques est le deuxième département en nombre de PGE débloqués sur la Nouvelle-Aquitaine, derrière la Gironde, bien sûr, avec à peu près 7500 PGE accordés pour quasiment 1 milliard. Donc, ce que vous disiez, monsieur, est très important. Effectivement, c'est 1 milliard qui est venu soutenir l'économie départementale.
Pour la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, nous délivrons à peu près un peu plus d'un PGE sur 5 à l'ensemble du territoire des Pyrénées-Atlantiques. On peut imaginer, Christian Chapotin, que ces aides participent à faire que les entreprises soient aujourd'hui actives. Est-ce que nous n'avons pas un peu artificiellement maintenu certaines entreprises? On va regarder ça. On a le nombre de dépôts de bilan qui est moins important cette année que l'année précédente, ce qui peut être un paradoxe. Et les créations et les radiations donnent un solde positif aux créations. On regarde ça sur ces chiffres. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça? Est-ce que ça doit nourrir une inquiétude pour l'année 2021? Alors déjà, ça montre bien que ce qui a été fait, que ce soit par le secteur privé, le secteur public, Madame le rappelait au niveau du Conseil régional, l'État, enfin tous les CCI, enfin tous les acteurs privés et publics ont été autour des chefs d'entreprise pour les soutenir. Et donc forcément, il y a une injection de liquidités qui fait qu'on maintient une activité. C'est la partie qu'on appelle le sauvetage des entreprises en France, qu'il nous faut à tout prix maintenir en vie. Qu'est-ce que ça augure pour l'avenir? Il y aura forcément des impacts, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. On va en parler tout à l'heure. Ce qu'on peut penser en tout cas, et on l'a vu avec Sandrine Derville dans ce qu'est en train de faire la région, c'est que l'adaptation est importante. On peut imaginer que ceux qui ne s'adaptent pas disparaissent, qui est une vieille rengaine de l'évolution. Pierre Combrou, justement, la transition chez vous, elle prend deux visages en ce moment, un peu le vôtre, puisque vous pensez déjà à transmettre peut-être votre entreprise. Je sais que vous faites des recrutements pour cela. Et puis vous êtes en train de travailler sur une transition énergétique importante. Vous êtes un gros consommateur d'énergie. Comment on fait pour mener justement des investissements dans cette période dite de crise pour aller faire une transition énergétique? Curieusement, comme le disait monsieur, en ce moment, c'est plutôt facile d'avoir des financements. C'est une période. Le chef d'entreprise aussi, on va dire qu'il y a l'unanimité. Non, là, pour le coup, c'est pas très compliqué. Maintenant, je pense qu'il faut surtout avoir les financements qui permettent de rebondir. C'est surtout ça la difficulté à trouver. Pour l'énergie, nous, on est effectivement des gros consommateurs d'énergie, puisqu'on pratique des stérilisations à l'autoclave. On a tout un tas de machines, des groupes froids, des choses comme ça qui consomment beaucoup d'énergie. Et on ne peut pas vraiment faire autrement. Donc le seul moyen qu'on a trouvé pour limiter notre impact énergétique et diminuer notre bilan carbone, c'est plutôt d'essayer de voir comment on peut économiser. On ne va pas faire de révolution avec d'autres sources d'énergie puisqu'on n'a pas le choix. Vous avez des panneaux solaires quand même. Alors panneaux solaires, il faut qu'on regarde effectivement les panneaux solaires. Le bilan énergétique est encore à l'étude, Ouais. C'est quand même pas si systématique que ça. Ça peut être intéressant dans la mesure, chez nous, dans la mesure où on peut être autoconsommateur, parce que maintenant les réglementations permettent. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ce n'était pas possible. Maintenant, on peut le faire. Donc, il peut y avoir un intérêt où l'économie rejoint l'écologie. Donc, c'est souvent des systèmes qui marchent bien. Après, pour le reste, on essaye d'axer l'effort sur diminuer, économiser l'énergie qu'on doit utiliser de toute façon, quoi. Alors justement, tout cela, on l'a dit, on a vu, c'est des évolutions. Sandrine Derville, tout à l'heure, disait des aides à la formation, même pour que le personnel puisse accompagner ces transitions. C'est le job de Kedge. Bonjour Sébastien, Bonjour, merci de nous rejoindre. Qu'est-ce que ça veut dire justement pour Kedge, en formation continue et peut-être aussi en initiale, que d'accompagner la transition des entreprises? Kedge accompagne la transition des entreprises de différentes manières. Tout d'abord par le développement des talents, en sensibilisant, en faisant prendre conscience à nos étudiants des enjeux de la transition énergétique, des enjeux du développement durable et également de la RSE. Tout particulièrement, par exemple, pour vous donner un exemple très concret, la semaine dernière, sur nos différents campus, qui sont labellisés développement durable et responsabilité sociétale par le ministère de l'Enseignement supérieur, plus de 1000 étudiants ont suivi différents ateliers pendant ce qu'on appelle une Reconnection Week, où ils ont suivi des ateliers pour les sensibiliser à ces enjeux. Ils ont également participé à des ateliers de co-création autour de la fresque du climat, pour sensibiliser donc les étudiants aux enjeux des changements climatiques. Et petite information intéressante, ces ateliers étaient animés par des intervenants, des professeurs expérimentés, mais également par des membres de la direction de l'école qui avaient été formés à ce sujet. Et à l'externe, est-ce qu'aujourd'hui, avec votre job de formation continue, vous percevez cette demande des chefs d'entreprise? Oui, et ils nous demandent d'intégrer cette dimension dans tous les parcours de formation que l'on co-construit avec eux.
Justement, Sandrine Derville, ça doit vous rassurer d'entendre que les chefs d'entreprise ou que les centres de formation aujourd'hui travaillent ensemble pour faire que cette transition soit partagée. C'est un gros projet en ce moment à la région. Comment et quels moyens vous mettez ? Alors effectivement, c'est un gros projet pour nous et oui, c'est extrêmement encourageant et je les en remercie de voir à la fois que le monde de la formation et les entreprises travaillent ensemble et que les entreprises veulent investir et nous demandent cet accompagnement à la transition. Donc à nous d'être au rendez-vous pour cette urgence économique et aussi pour faire face à l'urgence écologique parce que l'urgence environnementale, elle est là. La région Nouvelle-Aquitaine, c'est une des régions les plus touchées par le changement climatique. Donc, fort de ce double constat, effectivement, on essaye d'agir. Pour nous, le plan Nouvelle-Aquitaine Rebond que j'évoquais précédemment, c'est plus de 350 millions d'euros d'engagés rien que sur l'année 2021 pour accompagner les entreprises. Et c'est vraiment à la fois accompagner la diversification d'activités, la transition numérique, la transition environnementale. Monsieur a évoqué tout à l'heure l'enjeu de l'énergie. Il y a un gros investissement également de la part de la région sur ce sujet auprès des 70 plus gros consommateurs d'énergie dans l'industrie en Nouvelle-Aquitaine. C'est également accompagné de nouvelles formes d'économie, donc accompagner aussi l'économie, le renforcement de l'économie sociale et solidaire, les circuits courts. Autre sujet qui n'est pas vraiment d'actualité aujourd'hui, mais la transition de la filière agricole, qui souhaite également être accompagnée. Qui fait un très gros effort. C'est vraiment tout un tas d'actions pour la transition de nos filières économiques. Très bien. Justement, sur cette question, on a l'impression qu'il y a une volonté d'avancer tous ensemble. Alors, on a dit, la préfète de région le disait il n'y a pas longtemps encore à Sud-Ouest, jamais eu autant d'argent sur la table. C'est son expression. Est-ce qu'il y a de l'argent, Christian Chapotin, de la part des banques, maintenant, en plus de cette crise économique, de cette crise sanitaire, pour accompagner ces entreprises qui veulent en plus faire une transition, qu'elle soit énergétique ou autre? Est-ce qu'on a encore les moyens de les aider? Il y a de l'argent, bien sûr. Il y a surtout de la volonté, parce que tout le monde a pris conscience de la situation actuelle. Et il faut quand même décomposer un peu l'histoire que l'on vit en 3 étapes. Une première étape, je répète, pour qu'il y ait une transition, il faut qu'on ait des entreprises en vie. Cette première étape, c'est de maintenir le maximum d'entreprises en vie. C'est le travail que nous faisons actuellement. On a parlé du PGE. À ce propos, d'ailleurs, et vous avez parlé du secteur aéronautique, nous venons de lancer, pas plus tard que vendredi dernier, le PGE Aéro, donc spécifique donc, aux entreprises de l'aéronautique. Donc il y a ça à faire. Je rappelle quand même que tous les secteurs d'activité n'ont pas encore réouvert. Nous sommes ici dans un département, et André Garetta ne nous démontrera pas, la convivialité est forte. Il y a, je crois, 2500 hôtels, restaurants, cafés qui sont encore fermés. C'est pas loin de 10 000 emplois avec les saisonniers. C'est la filière viticulture, agriculture dont on parle, qui sont aussi impactés. Donc il y a tout ça déjà à maintenir. Et puis en même temps qu'on fait ce travail-là avec les équipes de la Banque Populaire, on est aussi sur la partie de préparer la reprise, ce sujet dont vous parlez, c'est-à-dire réfléchir au prêt participatif, à l'apport en fonds propres. Cette situation a généré des dettes dans les entreprises, et pas mal de dettes. Et donc les capacités d'endettement, il faut pouvoir les maintenir pour la suite. Et c'est certainement des solutions à trouver par le système bancaire et par la Banque Populaire, un apport en fonds propres pour donner la capacité aux entreprises au moment de la reprise, au moment où ce virus se sera éloigné, de repartir. Et puis il y a une troisième étape, et elle est aussi passionnante, et on y travaille dès maintenant, c'est de préparer aussi l'avenir. Et c'est toute cette partie de transition, et Dieu sait si les transitions sont nombreuses, et donc nous intervenons à chaque étape, soit en conseil, soit en solution. On a parlé de la transition énergétique, et bien sûr elle est connue, il y a un grand plan d'État, le plan France Relance, avec 100 milliards sur la table, dont 30 milliards pour la transition écologique. Nous sommes un acteur significatif de l'agriculture, et nous y contribuons. Il y a les transitions numériques, il y a les transitions digitales. Là, nous accompagnons énormément tous nos commerçants aujourd'hui dans le click and collect. Nous accompagnons dans la création de sites, dans des programmes de fidélisation avec les clients. Vous voyez qu'on a été beaucoup plus large que le métier de banquier. Et puis, il y a encore plein de choses passionnantes autour de la transformation des modèles. C'est-à-dire, je pense que les choses ne redeviendront pas tout à fait comme elles étaient avant. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de réinternaliser de production. Monsieur parlait du secteur de la santé et du robot. La e-santé est en gros développement et nous avons sur le territoire de gros atouts. Voilà tout ce que nous accompagnons avec les 2000 collaborateurs de la banque, mais aussi avec nos partenaires qui sont ici autour de la table pour accompagner ces 3 étapes-là. Je répète, il ne faut pas brûler les étapes, mais pour l'instant, il faut maintenir un maximum d'entreprises en vie et penser à tous ceux qui souffrent, parce qu'un chef d'entreprise a vocation à travailler avec ses équipes, à être ouvert tous les jours, et il n'a pas vocation à vivre de subventions, d'aides et de prêts.
C'est ce qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs. On a d'ailleurs encore Sandrine Derville qui est avec nous. On aurait pu parler de cette souveraineté, puisqu'il y a une volonté sur le médicament, sur l'alimentation, de recherche de souveraineté dans ces domaines, mais on aura l'occasion d'en parler dans d'autres débats. L'avenir, Christian Chapotin, je le rappelle, vous êtes le co-organisateur de cet événement, c'est aussi de préparer la suite des Néo-Aquitains et de vivre avec ces chefs d'entreprise les évolutions qu'ils sont en train de préparer et de les faire revenir. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous l'année prochaine, Christian ? Oui, avec grand plaisir et à 100% pour remettre en avant tous ces chefs d'entreprise qui font la création d'emplois, la richesse et le maintien de l'emploi sur nos territoires. Et aujourd'hui, on ne peut que les admirer et les encourager. Alors, on les encourage et on les invite d'ailleurs, les futurs lauréats, les futurs candidats, à se faire connaître le plus vite possible sur le site internet des Néo-Aquitains ou en écrivant auprès des partenaires que sont la Banque Populaire, évidemment Kedge et puis la région et Pouaille. Enfin, tous les réseaux peuvent fonctionner pour faire savoir qu'on veut être candidat. Je crois qu'aujourd'hui, on avait des très beaux lauréats et on les salue encore avec vous, Christian, et avec vous, Sébastien. On est ravis, je les rappelle. Ils vont nous rejoindre d'ailleurs sur ce plateau pour faire une photo finale. Je vais appeler donc Campagne Robotics, Wave Bumper, et puis on salue évidemment notre prix Nouvelle-Aquitaine pour la finale avec vous qui êtes là pour Bioluz. Je remercie également nos partenaires départementaux qui sont là aussi, qu'on va pouvoir accueillir. Et puis je vous donne rendez-vous demain à 18h sur TV7 pour l'épisode de notre série Portrait d'entrepreneurs. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt.